Bonjour tout le monde et bienvenue au Forum d'El Moudjahid. On commencera par écouter quelques versets du Saint-Coran et suivi par l'hymne national. On reviendra par la suite au sujet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Merci et bienvenue une autre fois. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet historique qui en cessera d'en parler. La grève des 8 jours débutait le 28 janvier jusqu'au 4 février 1955. D'accord. La grève des 8 jours débutait le 28 janvier jusqu'au 4 février. Qui était un appui pour porter la lutte algérienne à l'indépendance. Cette guerre observée en plein guerre de libération nationale a été décidée par le FLN et a été un choix salutaire pour appuyer le combat de l'Algérie. Donc pour en parler, j'aimerais bien donner, si vous permettez, la parole à notre président directeur général, M. Mohamed Koussi, pour nous dire un mot. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand le 31 octobre 1954, l'histoire bascule en Algérie, les gens étaient surpris, les colons, ceux qui croyaient la France éternelle, 1954, moins d'une génération auparavant, 1930, la France arrogante, qui se croyait éternelle, fêtait le centenaire de la colonisation. Moins d'une génération. Hasbin Rouham Billi, ils sont chez eux. Pourtant, les Algériens étaient déjà révoltés, en colère. Ils avaient déjà rompu dans leur cœur, dans leur histoire, dans leur façon de vivre, dans leur culture, avec le système et la culture coloniale. Quand en 1954, la première balle éclate, on le sait, ce qu'avait dit à l'époque François Mitterrand. D'abord, bien sûr, il leur faudra des années, jusqu'à l'après l'indépendance, pour qu'ils reconnaissent que c'était une guerre de libération. Au début, ils avaient jeté toute leur armée, bien évidemment, mais aussi leur
institutions et leur machine médiatique pour tromper, il espérait, les Algériens, mais aussi tromper la communauté internationale pour dire que ce qui se passe en Algérie relève des affaires intérieures de la France et que c'est qu'une bande de hors-la-loi. Bien sûr, on sait ce qui va se passer par la suite et bien évidemment, la logique de l'histoire avance. Aujourd'hui, nous commémorons un événement phare, majeur, qui a montré, qui a soudé les Algériens et montré au monde entier que هذا الثورة اللي راهي واجدة اليوم أنا أتكلم عن في هذه الحقبة التاريخية هي ليست عمل قطع طرق ولكن شعب إرادة totale qui revendique l'indépendance. Ça a été un coup de tonnerre médiatique très important pour montrer à la face du monde qu'en Algérie, il y a une histoire en marche. Et on sait ce qui s'est passé avec l'ONU, et ensuite, par la suite, bien sûr, la même année, il me semble, en juillet 57, comment un ami de l'Algérie, un sénateur à l'époque, Kennedy, va parler du choix de l'Algérie, de l'amour des Algériens pour leur pays. On laisse ça à l'histoire. Cher ami, qui a eu le plaisir, vous êtes là parmi nous, vraiment. Bon, vous devez avoir, je crois, 12, 13, 14, 15 ans, je ne sais pas, j'ai aucune idée. En 57, on pense à la trilogie de Mohammed Dib. Quand il parle de ce jeune qui va être basculé, précipité dans l'histoire, à cette époque-là, on était déjà hommes. Parce que la vie, le colonialisme, ne permettait pas aux Algériens de vivre leur vie normalement et de traverser toutes les étapes de la vie. Ils naissaient déjà travailleurs. Et quel travail! Nous, on a banni ce qui se fait au Maroc. Adolescent, il était déjà travailleur. Il ne jouait pas au jeu des enfants. Il n'allait pas à l'école au bout du cursus. Déjà. Donc, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'était déjà des hommes. Et donc, bien sûr, toute médaille a son revers. Heureusement que c'était des hommes. Parce que quand on voit ceux qui ont fait l'histoire, ils avaient quoi? 28 ans, 30 ans, 35 ans. Pratiquement, ils sont encore dans l'Algérie indépendante à l'université. Ils sont encore en train de chercher leur travail ou de faire les premiers pas dans la vie professionnelle. À ce moment-là, ceux qui avaient 25 ans, ceux qui avaient 28 ans, 30 ans, ont marqué l'histoire. Et ils la marquent. Parce qu'à travers eux, on est en train de jouir de l'indépendance. Bien sûr, il y a eu cette grève. Vous allez nous en parler. Et de la facture. Sanglante. Criminelle. Et je ne voudrais pas empiéter sur ce que vous allez dire, mais aujourd'hui, mon cœur aussi, à partir de là, il pense à Jénine, au massacre de Jénine. Il y a aussi, en Palestine, un peuple qui lutte pour son indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier? Un massacre. Sous le regard de la communauté internationale, qui condamne du bout des lèvres, mais qui jamais n'agit, ne prend les mesures concrètes, sévères, immédiates, pour arrêter. Eux qui sont rapides à parler de ce qui se fait ou se commet ou supposé être commis ailleurs, dans d'autres pays, qui ne sont pas dans leur ligne. Mais pour les sionistes, non. Jeudi, il y a eu un massacre. À partir de ce qui s'est passé durant la bataille d'Alger, il y a eu des centaines et des milliers, ne parlons pas des torturés, parlons des disparus, qu'on n'a jamais retrouvés. En Palestine aussi et ailleurs, l'histoire avance. Un jour ou l'autre, tous les peuples, Inch'Allah, auront cette joie d'offrir à leurs enfants, dans leur propre territoire, la joie de vivre en liberté, comme nous l'ont offert nos aînés et ceux qui nous ont précédés dans cette voie. Allah yarham shuhada. Marhaba bik. Merci.
merci, Monsieur Koussi, pour ce précieux témoignage. On ne cessera de dire et d'en parler de ces milliers de personnes disparues lors de cette grève des 8 jours. Pour enrichir le sujet, nous avons le plaisir de recevoir le président de l'association des amis de la rampe Louni Arsri, Monsieur Louni Saïtaoudia. Bonjour. Bonjour. Le doyen de cette association, Monsieur Damarji. Bonjour, Monsieur Damarji. Bonjour. Et aussi le secrétaire général de la fondation Youssef Saadi, Alef Rachid. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, nous allons écouter et nous allons voir aussi suivre un petit témoignage du grand martyr Youssef Saadi. La grève de 8 jours, 28 janvier, 4 février 1957. L'Arbi Ben Mehdi devait me rejoindre chez le Bachar Abou Talib. Je devais le rencontrer la veille, mais l'invasion des parachutistes avait différé le rendez-vous. Je fus content de le retrouver à nouveau. Mais son visage d'habitude souriant m'inquiétait. Je ne l'ai jamais vu aussi soucieux. Sur cette question, la discussion m'est différée sûrement. De fait, il ne s'agissait pas d'une mince affaire. 2 jours auparavant, m'apprit-il, le CCE, Comité de coordination et d'exécution, s'était réuni et, à l'issue de plusieurs heures de discussion, avait pris la décision de déclencher une grève dès l'ouverture de la session de l'Organisation des Nations Unies, prévue dans quelques jours, voire quelques semaines au plus tard. Je ne te cache pas, me dit-il, ma propre part de responsabilité dans cette décision. Abban al-Mdan, auquel revient en toute légitimité la paternité de l'initiative, a dû recourir à un véritable plaidoyer pour nous convaincre du bénéfice qu'il y a à en tirer si l'opération est suivie sur une grande échelle. Subsidiairement, je t'apprends que Dahlab et Ben Khedda se sont rangés à ses côtés. En revanche, Kerim El-Qassem n'était pas chaud sur la durée du débrayage. Il s'y est opposé à maintes reprises, mais comme il pouvait se désolidariser de Abban, qu'il a lui-même opté, il n'a pas insisté. Il est vrai, poursuivit-il, que Kerim accorde plus de vertu à la lutte armée. Or, de quelque façon qu'on observe la situation, on est contraint de reconnaître qu'un combat comme le nôtre, malgré ses indéniables exploits, se doit de rechercher une plus grande audience. L'ONU, dans ce cas, constitue un forum approprié. Nullement rêveur, en revanche, il ne manqua pas d'énumérer les désagréments qui en résulteraient en cas de hâte ou d'apriorisme dans la préparation. Pour coller à la réalité, reprit-il, procédons par élimination. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons solliciter le concours des maquis. Idem pour les 2 millions de nos frères parqués dans les villages de regroupement.
disqualifiés par principe aussi ceux des nôtres qui peuplent les dizaines de camps de concentration. Que nous restera-t-il alors? Tout au plus les grandes villes. À ma connaissance, la seule ville en mesure de supporter le poids d'une telle entreprise, c'est Alger. L'exposé était séduisant. C'était vrai qu'Alger remplissait tous les critères, mais quant à ce qu'il adviendrait de sa population au cas où la force d'inertie l'emporterait sur l'activisme militaire, j'étais incapable de le deviner. Ainsi donc, non seulement les rumeurs au sujet d'un débrayage politique étaient fondées, mais au surplus, le débat au sein du CCE sur la question avait été très animé. Quoi qu'il en fût, la décision était déjà prise et le sort en était jeté. Il ne restait plus qu'à passer aux actes. Deux questions exigeaient cependant des réponses précises et directes. Quand aurait lieu le débrayage? Et comment procéderait-on pour éviter d'y laisser les pieds? Concernant la première question, Ben Mehdi n'eut aucun mal à répondre. Le jour J serait fixé en fonction de la date du débat onusien sur la question algérienne. Quant à savoir comment se déroulerait la grève, le CCE n'avait pas encore tranché. Mais la réponse, selon l'Arb et Ben Mehdi, ne saurait tarder. Dans mon intime conviction, j'étais plutôt proche de la position de Karim Belkacem. Mais, n'étant pas membre du CCE, je ne pouvais avoir d'influence pour changer quoi que ce fût à un jeu dont les dés semblaient déjà courir sur le tapis vert. À présent, Ben Mehdi cherchait visiblement à connaître mon point de vue sur la question. Je le lui donnai sans hésiter. Vois-tu, dis-je, nous commettrions une terrible erreur à prolonger la durée de la grève au-delà de 3 jours. Or, j'ai l'impression que les jeux sont faits. Il est vrai, dit-il, qu'il n'est pas question de faire marche arrière. Après cet échange de points de vue, nous discutâmes d'organisation pure et de préparatifs en prévision du grand jour. En effet, pour faire bouger les 80 000 habitants de la Casbah et tous les autres quartiers musulmans de la ville et les amener à contribution, il allait falloir assurément bien plus qu'une baguette magique. Nous devions donc parvenir à impliquer la population tout entière dans une formidable opération de défiance aux propos sans nuance tenus par le général Massu, qui avait, à maintes reprises, menacé de suspendre l'approvisionnement des quartiers musulmans dans le cas où un quelconque ordre de grève était lancé. Et à ce moment-là, non seulement nous avions pris sa menace au sérieux, mais nous nous apprêtions à parer au pire. Le lendemain matin, dans l'après-midi, je rencontrai à nouveau Ben Mehdi. Il me remit une somme d'argent. Une somme, à vrai dire, modique, comparée aux besoins à couvrir pendant les jours de privation qui nous attendaient. En recevant l'argent, je compris que nous entrions dans la phase active des préparatifs qui m'incombaient dans le Grand Alger.
Nous allons travailler en silence, dis-je à Ali Lapointe et aux autres compagnons. Mais au préalable, il faudrait nous allonger pour ne pas attirer la curiosité des indicateurs vers les dépôts de vivres que nous allons constituer. Resté seul avec Ali Lapointe, je me mis à réfléchir. Je me devais un face-à-face avec la réalité. J'ai eu beau examiner cette fameuse grève de tous côtés. Le résultat était toujours le même, difficile à appréhender. Acteurs d'un secteur militaire en perpétuel mouvement clandestin de surcroît, nous héritions d'une mission pour laquelle nous n'étions pas forcément qualifiés. En fin de compte, notre grève s'apparentait plutôt à une insurrection froide, une grève des bras croisés, mais dont la magnitude devait être calculée de sorte qu'elle puisse porter l'écho de notre contestation aux quatre coins de la planète. Donc voilà, nous venons d'écouter le témoignage de Youssef Saadi au sujet de cette grève des 8 jours, ses préparatifs et ce qu'elle allait engendrer par la suite. Et pour commenter et donner plus de détails, Monsieur le Nounis Etaoudia va nous donner plus de détails sur ça. Monsieur Etaoudia. Merci beaucoup. Donc, je complétais, après cet extrait de l'évocation de la grève de 8 jours par Youssef Saadi, le chef de la zone autonome, un fin stratège de son organisation à la Casbah d'Alger, aux côtés de l'Arbi Ben Mehidi, qui a pérennisé, dont l'histoire a pérennisé l'action spectaculaire, qui a été une épopée victorieuse pour l'internationalisation de la révolution algérienne. La France coloniale, souvenons-nous, de l'époque, ne parlait pas de guerre, mais d'événements d'Algérie. Et son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, répondait aux rumeurs médiatiques d'éventuelles négociations par cette belliqueuse affirmation. La seule négociation, c'est la guerre, argumentant par ailleurs que le FLN ne représentait pas le peuple algérien, avec une instrumentalisation de l'existence invoquée du MNA. Avec une dynamique mobilisatrice d'une immense envergure, l'unanimité de la population qui a suivi avec motivation les consignes de la grève a ainsi publicité le FLN comme un seul, exclusif et unique représentant légitime. Une phase décisive qui a internationalisé la révolution algérienne par la voie de l'Organisation des Nations Unies, qui après plusieurs reports de l'examen de la question algérienne, vocable usité par cette institution pour la guerre de libération, a enfin reconnu la légitimité de sa cause, officialisée par l'adoption d'une résolution du droit à l'autodétermination du peuple algérien le 15 février 1957, soit 11 jours après la fin de la grève. La grève de 8 jours de la bataille d'Alger et ses milliers de disparus. Combien sont-ils? Officiellement, le secrétaire général de l'époque de la préfecture de police d'Alger, Paul Tidjen, lors de sa fracassante démission pour cause de ce forfait déshumanisant,
déclaré le chiffre officiel de 3024 disparitions forcées, qui est bien évidemment en deçà de la réalité, qui peuvent fluctuer entre 5000 et 8000 énoncés par des chercheurs en histoire. Très bien. Merci. 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 Vous allez nous parler également de cette stèle, cette fameuse stèle placée à la place Donc, des je me mettrai martyrs. là-bas. Lorsqu'elle D'accord. sera projetée, j'aimerais bien que je sois là pour pouvoir la commenter. Très bien. Allez-y. Voilà. Non, allez-y sur le... Moi, absolument. Écoutez, je prends... Permettez, je m'excuse là. C'est très important. Je suis. Bon, 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Projet du stèle inauguratrice des disparus. Épigraphe du souvenir 1954-1962. Place des martyrs. Pour la postérité et la mémoire éternelle des disparus, martyrs de l'historique grève nationale de 8 jours du 28 au 4 février 1957. Nous avons la symbolique descriptive de la stèle, une revanche de l'histoire aux exactions criminelles de la colonisation française sur le lieu même de l'édification du duc d'Orléans, érigé en 1847 sur le site de proximité attenant à la grande mosquée d'Alger, Jama' Jdid, construite en 1097. Le duc d'Orléans, sur son cheval, en conquérant génocidaire d'Alger, glaive en main, scrutant d'un regard victorieux le paysage panoramique de la multimillénaire Casbah, matrice historique et civilisationnelle d'El Jazeera. Revanche implacable du cours de l'histoire, en exaltant l'infini des âges et des temps, imposé par le sacrifice suprême du peuple algérien qui a triomphé le 3 juillet 1962 avec la résurrection de l'Algérie libérée, souveraine et indépendante. Un événement vital d'historicité illustré par la symbolique de cette iconographie ci-dessous de l'éternel juillet 1962. Nous allons entendre la projection. La suite. La suite, c'est celle du cheval, là. Parce que le lieu, on appelait la place des martyrs, place des Hauts. Place des Hauts. Pourquoi? C'est ce fameux cheval. Ce fameux cheval impressionnant. Et encore une étude très approfondie des sculpteurs qu'il a réalisé, était un génie. Il a donné une âme à cette statue. Alors regardez de près, on voyait une âme qui se dégageait du duc d'Orléans, son épée, autant de symboles de l'écrasement de l'Algérie et du peuple algérien, en conquérant et en dominant. Alors, le 3 juillet 1962, il y a eu une revanche de l'histoire. Nous allons passer à l'image. Ah, la voilà, messieurs, dames. C'est ce duc d'Orléans, le regard spirituel à la Casbah, la route du cheval, c'est d'un pas innocent au minaret. Alors tout cela, le 3 juillet, il y a eu une revanche de l'histoire, à laquelle j'ai assisté personnellement. J'avais 16 ans. Ils sont partis du quartier, on a été informés qu'il se passe quelque chose.
Nous, c'était l'époque des manifestations jour et nuit, de joie de l'indépendance. On y est allé, le temps d'arriver, il y avait un monde fou, extraordinaire, on s'est profilé et nous avions vu une échelle humaine, des jeunes, alors, les épaules, l'un sur l'autre, arriver de la statue, eh ben, le drapeau national a été hissé. Et surtout, les youyous et les larmes de toute l'assistance, j'insiste, les larmes de toute l'assistance, une véritable revanche de l'histoire. Alors, messieurs, dames, lors des festivités du 7 juillet, nous avions été invités par le Wadi délégué qui a réuni tous les présidents d'APC pour les préparatifs des défilés dans la circonscription de Babel. J'y étais. La réunion commençait à être entamée. Le Wadi délégué a pris la parole. Monsieur Itaoudia. Monsieur Itaoudia, regagnez la tribune et poursuivez. Très bien. Pardon. Donc le Wadi délégué s'est adressé directement au président de l'APC de la Casbah. En lui disant la place des martyrs. Est-ce qu'il y aurait une pierre et une symbolique quelconque qui illustre la mémoire des martyrs? C'était une opportunité pour faire une intervention. Alors, l'intervention était très simple. C'est ce que je viens de relater. Messieurs, ce lieu, Sarchouheda, l'emplacement du cheval du duc d'Orléans, conquérant et dominateur, c'est cette place, en ce lieu, que doit être érigée une stèle à la mémoire des disparus. À l'heure actuelle. Justement, M. Itaoudia, le vif du sujet, c'est les disparus de cette grève. Pardon? Le vif du sujet, c'est les disparus de cette grève. De cette grève. Alors, le vif du sujet, effectivement, de cette grève. Alors, ces disparus qui sont des milliers. Un disparu, c'est des disparus. Les familles de ces disparus n'ont pas pu faire le deuil à l'heure actuelle de leurs êtres chers. C'est des morts sans sépulture. Personne ne sait ce qu'ils deviennent. Et là, j'ai un témoignage émouvant. Je vais demander une photo aussi. D'accord. Avec la Chéchilia. Ce sera pas possible parce que ce sera encore Non, 2 minutes, c'est très important. Très important. Non, ça fait beaucoup de bruit de lever le vidéo, ça fait... Voilà, j'ai entendu. Laquelle? La photo, c'est laquelle? La photo du bahut avec la Chéchie. Très, très important. Très important, je vais la commenter. Elle est émouvante. Tout le monde va l'entendre. Je me mets là pour le commenter. Puisque là, il y a le micro. Ah ben très bien, très bien. On va passer là, non? C'est celle-là? Voilà. La lumière. Là-bas. C'est bon? Oui, Hélène. C'est bon. Ah, ben, très bien. Asseyez-vous et commentez. Asseyez-vous et commentez. Voilà. Comme ça, vous serez près du micro. L'encadrement que vous voyez là, c'est une figure emblématique de la Casbah. C'est Omar Boukas. Omar Boukas, un militant de la première heure,
qui était le président d'un club de football nationaliste, l'idéal. Il avait un café à la Casbah, il était très connu et populaire, et voilà, lors de la grève des 8 jours, il a eu une histoire auparavant avec le commissaire de police de Bebjdid. Ce commissaire de police, là, je vous relate, c'est une famille que j'ai connue pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans, j'étais avec... on avait des relations familiales avec sa veuve et son fils défunt. Donc, ce commissaire Benamou se permettait d'aller avec des policiers, rentrer dans des cafés, consommer ce qu'il voulait et sortir. Et bien sûr, sous la menace, les gens craignaient de lui faire part de quoi que ce soit. Et bien un jour, c'est ce qu'il a fait au café de Omar Boukas. Il a été interpellé par Omar Boukas. M. Benamou, et là, quand vous consommez, vous payez. Eh bien, il a été convoqué après la grève des 8 jours. Il a reçu la convocation. Il est rentré, il est parti à la maison. Il a vu sa dame, son épouse. Il l'a vu inquiet. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je vais te dire. Je viens de recevoir une convocation pour aller au commissariat deuxième. Commissariat du deuxième, tu sais que j'ai une histoire. Maintenant, avec cette affaire, on ne sait pas. Alors, son épouse elle-même, qui nous l'a dit, bon, n'y va pas. Et c'est tout. Il répond, moi, je n'irai pas, j'irai. Mais avant de partir, il a dit, j'ai quelque chose à te dire. Et sacré, un sermon. Il a pris sa chéchia, c'est quelqu'un qui portait tout le temps une chéchia symbole. Il a pris la chéchia, Djibi chéchia, il l'a mis sur la table en lui disant, voilà, je vais y aller, mais je ne peux pas te garantir que je reviendrai. Alors si je venais à ne pas revenir, ces chéchia, ils ont un fils unique, Dahman. Un fils unique, Dahman. Si je venais à ne pas revenir, les chéchia, il faudrait les laisser ici, sur une table. C'était quelqu'un qui était très porté sur les études. Il suivait méthodiquement les études de son fils. Alors, si je venais à ne pas revenir, Dahman, voilà, la chéchia de papa. Attention. Alors, c'est émouvant. Pourquoi? Cette veuve nous a quittés en 1900. Lui est mort le 20 février, 4 jours après la fin de la grève. Disparu. Elle, cette veuve, jusqu'à sa mort, il n'y a pas un jour où nous nous sommes vus dans des circonstances de fête où elle n'a pas évoqué son mari. En me disant, voilà, écoute, mais il y a des millions, je le sais, il y a des millions, ce n'est pas le fait qu'il soit mort, le fait qu'il est parti et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et elle l'attendait tous les jours. Parce qu'Omar Boukas, comme elle le disait, frappe à la porte et que, bon, elle a attendu jusqu'à l'indépendance. Terminé. Mais elle n'a pas pu faire son deuil. Son deuil, eh bien, elle est morte. Elle est décédée en 1980, à l'âge de 53 ans. Omar Boukas est décédé à l'âge de 45 ans. Et le fils unique qu'ils avaient d'Ahmed est mort à l'âge de 50 ans. Alors, voyez-vous, autant de familles déchirées et qui ne peuvent pas faire leur deuil. Aujourd'hui, il n'y a pas une rue, il n'y a pas une ruelle qui porte le nom des disparus. Nous avons fait un projet, c'est celui dont je viens de donner lecture, que nous avions transmis au Wadi délégué pour le transmettre au Wadi d'Alger de manière à ce que cette stèle tant attendue par les familles de disparus puisse voir un jour la mémoire
la mémoire de leurs êtres chers ressuscités. Et pour les générations à venir, surtout pour la jeunesse, c'est extrêmement important. Un peuple sans mémoire, comme disait Raspail, est un peuple perdu. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Heureusement, la mémoire vient d'être institutionnalisée. Le Forum de Moudjahid a pris le relais par des rencontres périodiques, très instructives, avec des acteurs de premier plan de la révolution algérienne, et combien de symboles ont été, dont le parcours a été retracé ici. Alors, aujourd'hui, je demande à tous d'être mobilisés pour la réalisation et l'édification de cette stèle. Il y va d'une revanche de l'histoire. J'ajouterai le dernier mot. Abdelhadim Ben Smaya, un savant, un exégète d'universalité, l'homme au cheval qui sillonnait la Casbah. Un jour, il venait de Blida, Abdelhadim Ben Smaya venait de Blida, l'Adhan, au moment, Allahu Akbar, c'était devant la mosquée. Ah, il est descendu de son cheval, il a pris son cheval, bien sûr, il a pensé. Il est allé vers la statue, la grille de la statue, il l'a mis. Et ce cheval-là, alors une adoption d'Abdelhadim Ben Smaya, ce cheval, alors, il y avait une communication extraordinaire entre le cheval d'Abdelhadim Ben Smaya. Le policier qui siffle, 5 minutes, je vais faire ma prière et revenir. Non. Bon, violemment, il lui a répondu, ah oui, il est là depuis combien de temps? Depuis un siècle. Et moi, 5 minutes, non, hein? Eh bien, viendra le jour où il partira. Eh bien, il est parti. Il est parti avec le sacrifice du peuple algérien, et cette revanche de l'histoire, nous voulons la marquer à la place et lieu, pas ailleurs, dans cette place et lieu. Alors, je vous demanderai votre adhésion, votre engagement et votre mobilisation pour aller jusqu'au bout du projet. Merci, merci monsieur Takia. S'il y a des personnes, des membres de famille de disparus, on aimerait bien les entendre après l'intervention de monsieur Damarji, qui va nous donner plus de détails sur ces disparus et cette grève. Bon, ce qui concerne la grève, tout a été dit par le directeur et par monsieur Ismaïl. Bon, pour la grève des 8 jours, tout a été dit par les frères. Alors moi, je vais apporter mon témoignage sur la Casbah et sur la zone autonome d'Alger. Vous savez bien que la Casbah a été complètement ceinturée. On ne pouvait ni sortir ni rentrer que par 6 ou 7 rues. Elles étaient barricadées par des fils de barbelés à hauteur de 3 mètres de hauteur sur une largeur de 1,50 m. Donc, que faut-il faire? Dans cette Casbah, tout sortait de cette Casbah, qui concerne médicaments, les effets militaires, les pâtes au gaz, tout sortait. Alors comment faire? Donc, il fallait organiser. Et je tire chapeau aussi au défunt Yassif Saadi, le frère, qui a fait quelque chose de la zone autonome d'Alger, quelque chose d'extraordinaire, une organisation politique et militaire. C'était très, très organisé. Moi, maintenant, je vais appeler mon témoignage sur ce qui concerne le médicament.
Le médicament, personne n'en parle. Le médicament, c'était l'essentiel pour les maquis, pour les blessés, tout ça. Et personne n'en parle. J'ai eu l'occasion, il y a à peu près 40 ans de ça, il y a eu un séminaire des médecins paramédicaux, tout ce qui concerne, à Matares, qui venait de toute la population de l'Oranie, de Constantinople, de partout. Un séminaire qui a tenu 2 jours. Et de là, tout le monde donnait des témoignages. Parmi eux, il y avait le professeur Chollet, qui était près de moi, le professeur Osdir, le professeur Montouré et d'autres. Chacun donnait un quart d'heure les témoignages. Moi, j'ai eu l'honneur de donner un témoignage sur ce qui concerne le médicament, sur le rôle des préparateurs en pharmacie. J'ai là même un document qui a été mis sur le journal Al-Moudjahid. À l'époque, il y avait un seul journal, c'était le Moudjahid, qui avait cette écriture de l'histoire sur le corps médical. Très importante. Là, j'ai eu l'occasion de parler sur le rôle des préparateurs en pharmacie. Mais malheureusement, depuis le temps, rien n'a été fait pour ce qui concerne les médicaments. Donc, le médicament, le médecin vous donne une ordonnance, vous allez chez le pharmacien, pas de ces médicaments, on en manque. Alors, imaginez qu'est-ce que c'est le médicament. Donc, il y a à peu près 35 ans, 40 ans, j'ai eu l'idée d'écrire un peu et de contacter des frères qui étaient médecins, qui étaient des préparateurs en pharmacie et des infirmiers qui travaillaient à l'hôpital de Mustapha. J'ai des témoignages sur moi ici. Ils m'ont donné leur témoignage. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de livres, de bouquins. J'ai eu beaucoup de difficultés. Jusqu'à l'année passée, où j'ai pu écrire mon bouquin avec l'aide du collaborateur Mohamed Chérif Khabalo et ma fille aussi Radia. Ils m'ont fait tout ce qui concerne le bouquin. Et c'est grâce à M. Chignen Abdallah des éditions Dahleb, en 2 mois, le bouquin, le voici, sur les pharmacies de la résistance, en plein Casbah. Et je remercie M. Chignen, qui a eu l'honneur vraiment de me faire ce bouquin. Je le remercie qui est parmi nous en présence ici. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, la Casbah était complètement ceinturée. Comment procurer des médicaments? Notre pharmacie, qui se trouvait au 16 rue Marengo, en plein centre de la Casbah. C'était extraordinaire. On avait à l'époque 22 ans, c'est tout, 22 ans. Et on a participé, on a organisé notre réseau, qui avait M. Ben Chakar, Yahyaoui Mohamed, Yahyaoui Majid, et moi-même, nous avons organisé un réseau en plein centre de cette pharmacie. On a prévisionné la Wilaya 3, la Wilaya 4. Et moi, j'étais en contact avec Ahmed Al-Gharab, qui se trouvait recherché et qui était caché à la grande mosquée d'Alger. C'est pour ça que la grande mosquée d'Alger a joué un grand rôle, que personne ne parle. Et j'ai eu l'occasion de parler de ça. Personne ne parle. La grande mosquée d'Alger, elle était d'abord Ahmed Al-Gharab qui était réfugié. Ahmed Al-Gharab, c'était vraiment, je peux dire, à la hauteur du Youssef Saadi. Ahmed Al-Gharab, très connu, Chaïb. C'est quelque chose qui était toujours en contact, très proche avec Youssef Saadi. Et des bouches de Youssef Saadi, une fois, il nous a fait une conférence et il nous a dévoilé que c'était Ahmed Al-Gharab
qui a amené Louni Ariski et Ali Lapointe. C'est de la bouche de M. Saadi en personne. Alors imaginez Ahmed Lougrab, et personne ne parle. J'ai connu des gens à l'époque, des grands militants, des grands groupes de choc des gens. Je peux citer des noms qui sont maintenant dans l'anonymat. Et la plupart sont morts. Voilà ce qui est grave en ce moment. Et j'ai eu l'occasion, comme je vous ai dit, de connaître des militants qui m'ont donné leur témoignage, parmi eux le docteur Ben Merabet. Ben Merabet, j'ai son témoignage signé et tout. Il est dans le livre là, dans le livre. Il nous alimentait en médicaments, il montait au maquis, soignait des blessés et revenait. Il est mort dans l'anonymat il y a quelque temps. Il y avait Belazouz Mokhtar et son épouse qui étaient infirmiers majors à l'hôpital de Mustafa Bicha. J'ai son témoignage là, ici dans le livre, qui nous procurait de la morphine pour les maquis. J'ai des témoignages, beaucoup de témoignages ici. La plupart des gens qui travaillaient aussi, que la plupart des gens ignorent, même l'histoire l'ignore, qui travaillaient dans des grosses histories pharmaceutiques européens, qui ont participé à la collecte des fonds. Et ils sont morts. J'ai leur témoignage qui est là. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Le médicament, personne ne parle. Et c'est ça ce qui est vraiment, c'est touchant. C'est ça qui m'a donné maintenant le courage et l'aide pour écrire ce bouquin. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Voilà. Et par moment, je m'excuse, par moment, à mon âge maintenant, et avec mon épouse, j'ai 65 ans de mariage. Avec ma seule épouse. Lounès la connaît. Eh bien, écoutez bien. J'ai laissé ma femme enceinte. J'ai été arrêté 4 arrestations. 4 arrestations. La dernière fois, c'était j'ai laissé ma femme enceinte de 2 mois. Imaginez la souffrance qu'on a subie, psychologiquement et physiquement. Tous les jeunes, ils ne dépassaient pas les 30 ans. On avait 18 ans, 15 ans, 20 ans, 22 ans. Ma mère, Allah yarhamha, quand elle est venue à Barberousse, au parloir, elle ne m'a pas reconnu, après plusieurs mois de détention secrète. Imaginez cette souffrance. J'ai assisté à plus de 13, 15 condamnations à mort. Alors imaginez les souffrances physiques et psychiques. C'est ça que je voudrais savoir. C'est ça que maintenant je me demande, est-ce que à cet âge-là, on a subi tout ça? Je me demande comment on a fait, on a pu résister. Et même en sortant de prison, on a continué le militantisme jusqu'à l'indépendance. Et je vous remercie, M. Damadji. Voilà. Merci beaucoup, M. Damadji. On est très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui et de vous écouter également. Et on espère avoir vos témoignages. Et je remercie même le directeur, monsieur, qui nous a offert quand même. Exact. Ah oui, c'est pour ça que je dis, je m'excuse maintenant, je me demande, est-ce qu'on a fait tout ça? Je me demande, c'est pas possible. On ne pensait jamais à nous-mêmes, on ne pensait pas. C'est ça que l'imagination maintenant, on parle de tout. On ne savait pas que c'était impossible, alors qu'on l'a fait. Effectivement, voilà, c'est bien le mot. Yatek saha. Exact. Yatek saha. Tabarakallahu fikum. Allah yassalmikum. Tabarakallahu fikum. On aimerait bien entendre aussi le secrétaire général de la Fondation Youssef Saadi, qui est un jeune, et ça nous réjouit d'avoir un jeune à la tête de cette importante fondation. Bonjour. Donc bonjour, qu'avez-vous à nous dire? Bonjour, je suis ici pour représenter la Fondation Zafir Youssef Saadi. Madame la Présidente, la fille de Youssef Saadi, Allah yarhamou, elle est en empêchement à l'étranger, elle n'a pas pu venir. Et donc je suis là pour représenter la Fondation et je tiens à remercier Ami Lounès
et la fondation des amis de l'UNIS Erzqi d'avoir organisé cet événement avec l'aide et la participation de l'Moudjahid et du Forum et Yatekom Saha pour l'Assemblée pour être venu. Je ne pourrais pas mieux parler que vous de la révolution algérienne. Je peux juste dire que notre fondation et votre fondation est à l'œuvre pour essayer de transmettre ces valeurs aux nouvelles générations. Inch'Allah, on peut faire ce travail de mémoire, ce devoir de mémoire, pour les valeurs de la révolution algérienne aux nouvelles générations. Inch'Allah. Et donc la fondation Zafira Saadi qui s'appelait avant autrement parce que Yassir Saadi, lui en personne, quand on lui a demandé de faire une fondation à son nom, de son vivant, il a dit non, ما تسموهاش Yassir Saadi. À ma mort, ديروا واش تحبوا. Avant, خدموها باسمكم وخدموا نتوما. Et voilà, on est aujourd'hui là pour commémorer la grève des 8 jours qui a permis à l'Algérie d'exister au niveau de la communauté internationale. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a comme ça pour voilà. Pour connaître quelques actions de cette fondation, s'il vous plaît. Oui, alors nous œuvrons principalement dans des manifestations culturelles. On a organisé conjointement des visites de la Casbah avec des faits historiques. On relate les faits historiques. On essaie. L'objectif Tana, c'est de revivre l'histoire, de récolter des documents historiques, de récolter des témoignages et pour un jour peut-être, voilà, constituer, pour les restituer éventuellement. Et aussi la promotion de l'histoire d'Algérie à travers le film La bataille d'Alger, qui a éternalisé juste après l'indépendance de l'Algérie cette histoire qui était encore fraîche. Et voilà. Donc, au même titre que plusieurs fondations et plusieurs personnes qui sont dans l'Assemblée, il faut œuvrer, il faut voilà, raviver la mémoire, il faut le shuhada, Allah yarhamhum, mujahidin, yatahum saha, et il faut continuer ce devoir de mémoire. Et grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc, le dossier de la mémoire est d'une importance capitale. D'ailleurs, le président de la République lui a consacré toute une importance, la part du lion. Et pour revivre cette mémoire et la faire transmettre aux nouvelles générations. Donc, j'aimerais bien entendre quelques témoignages de famille, si vous avez la parole. Fadl, allez-y. Fais-toi. Salam alaikum, moi, c'est juste pour invoquer mon beau-père. Donc, j'ai ma femme qui a... Monsieur Demarji tout à l'heure a dit qu'il a fêté 65 ans de mariage. Moi, je précise, c'est 50 ans de mariage. Merci. Donc, je continue. Donc, ma femme a été orpheline à l'âge de 3 ans. Elle est née en 53. Son père a été kidnappé un 6 octobre 1956 de La Pérouse à La Pérouse, actuellement c'est Tamat Foust, et depuis personne ne sait rien sur lui, comme il a dit tout à l'heure M. Lounis, aucune sépulture, aucune rien. Récemment, il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, on a inauguré un stade dans la localité et on l'a baptisé au nom de ce Belhaj Ahmed Allah Rahmou. Merci de m'avoir permis. Allez. بارك الله فيكم على الحضور بالاخص شكرا على المحاضرين مسيو اوديا مسيو دمرجي مسيو الامين العام تاع مؤسسه ياسر سعدي. على كل حال احنا سمعنا دوره افقيه فيما يخص الذاكره التاريخيه الذاكره النظريه ولكن الذاكره الثقافيه لو كوتي ارتستيك باش نبقاو يعني في الموضوع تاع المحاضره اثناء يعني الاضراب تاع 8 ايام. ياسر سعدي اللي كان مسؤول على لا زون اوتونوم بطبيعه الحال استدعى المناضل الكبير والمحكوم عليه بالاعدام عده مرات اللي هو محمد حطاب المدعو فنيا حبيب رضا،
قال له ماذا بك دركا ديك حنا رانا في اضراب خاطر الريف عندهم مشاكله خاطر يخدموا الارض يا با بروبليم مي في العاصمه اللي ما عندهمش واش ياكلوا خاطر راهم في اضراب كلش مغلوق. اذا قال له جيب لي الفنانات لي كوميديان عم بالي يجيب له 2 ولا 3 فاذا به جاب له عدد كبير من الفنانات الممثلات كما كلثوم كما نوريه كما فريده صابونجي كما لطيفه كما مرت العربي زكال يعني وهبه زكال يعني كما لطيفه اختها قسم والى اخره يعني من الفنانات. راحوا لباو النداء دخلوا القصبه عن بالهم رايحين يسلحهم كما يقولوا لا يطلعوا الجبل. قالوا انتم المهمه تاعكم سهله ماذا بكم احنا اضراب المهمه نتاعكم راكم معروفين يعني في دوله تاع القصبه من طرف الشعب الجزائري. المهمه نتاعكم هي تديو يعني المونه تديو الدراهم تديو بعض المعلومات وتجيبونا المعلومات لي زانفورماسيون خاطر الممثله كي تدقدق في اي دوله تاع القصبه يحلوا لها الباب اوتوماتيك ما يعرفوها ما يقدروش يرفضوها تم يدخلوها الدويره ويقصروا ويجوا يحطوا لهم قهوه الى اخره. وهذوك الفنانات يديو الامانه تاعهم الارامل تاع الشهداء العائلات المعوزه المحتاجه يعطي لهم يعني الشيء المكتوب عليهم الى اخره. اذا المسرح بالاخص لعب دور كبير يعني اثناء يعني بعد مباشره بعد اندلاع الثوره التحريريه لان تماك وين فرنسا غلقت دار الاوبرا على محي الدين بشترزي باسكو الحكومه تاع فيشي عطت لهم يعني ابارتي دو 1947 على دوني اون سيزون دو تياتر محي الدين بشترزي دون لي بغا دغوان تاعو هو مصطفى كاتب وحبيب رضا ومجموعه من الممثلين الى اخره كانوا يخدموا على المسرحيات اللي توعي الجمهور وتفطن الجمهور. ومحي الدين بشترزي كان يمد كل جمعه دو سبيكتاكل دو ريبريزونطاسيون وحده لابريميدي اونيكمون بور لي فام لي ميليتون دو لا كازبا يجيبوا نساهم يجيبوا عائلتهم يدخلوا لوبيرا ومن بعد هما يروحوا القهاوي يشربوا قهوي على بالهم بلي المسرحيه تدوم ساعه ونص يعاودوا يرجعوا بور ريكيبيري لور فام الى اخره. مي لو سواري سي اون سواري ميكست اللي يجيب عاود يجيب الى اخره. حتى الاداره الفرنسيه غلقت ابواب المسرح لوبيرا دالجي على وجوه المسرحيه الشعب الجزائري ولا ما يدخلش ممنوع عليه يدخل. ومن بعد الكونغري دو لا سومام هنا يعني الكونغري يعني المسؤولين تاع الكونغري خذاو موقف يعني باش الثقافه وخاصه المسرح يمشي مع الاسلحه اللي يكافح بالسلاح يكافح واللي يكافح بكره القدم يكافح واللي يكافح بالمسرح ويكافح بالمسرح ولهذا لقى فعلا 57 الى وجه نداء الفنانين كامل على مستوى التراب الوطني واللي كانوا موجودين في فرنسا في لابيجيك في تونس في المغرب باش يلتحقوا بتونس بور كريي لا توب ارتستيك. هذه الاولى جوست ابري انديبوندونس ثاني لا بروميير انستيتيوشن ناسيوناليزي بار بن بلا c'était l'Opéra d'Alger qui est devenu théâtre national algérien le 8 janvier 63 et Yassou Saadi باش نبقاو في الموضوع. Donc c'est lui qui a créé la première institution du cinéma algérien. Donc il a produit la bataille d'Alger et الى اخره. مؤسسه خاصه يعني ومن بعد احنا دخلنا في النظام الاشتراكي والنظام الاشتراكي ما يسمحش يعني المؤسسات يعني الخاصه. شكرا. Merci. Allez-y. Enfin, je viens d'avoir une triste nouvelle que le protocole du ministre des Moudjahidines est décédé ce matin. On ne peut que présenter nos condoléances. C'est un jeune en plus. Bon. Allez-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Akhokoum Shkikin Jamal, natif de la Kasbah, un témoin vivant de la grève des 8 jours. C'est avec émotion que je vais dire, j'étais jeune, j'étais gamin à l'époque, mais quand même, il y a un ressentiment qui dépasse un peu l'entendement. Pour certains qui ont vécu cette... Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas
le même ressentiment que nous l'avons eu à cette époque. المهم دخل directement répondant à l'appel de l'esprit du cœur et de la liberté. La grève des 8 jours a été un tournant décisif dans la lutte de libération nationale. Celle-ci aurait dû inspirer les cinéastes, écrivains et autres. Je fais un tant soit peu partie de la culture nationale. Moi, les cinéastes de l'Arabe, l'Aflam, مشاو مع l'époque اللي رانا عايشين فيها. Chaque époque a marqué aussi son époque. Donc, داروا الأفلام. ولكن la grève des 8 jours, beaucoup ne savent pas que a été un tournant décisif dans le monde entier et dans les annales de l'histoire de l'Algérie, a fait basculer un ordre établi, 3e ou 4e puissance mondiale, faire une grève de 8 jours, la Casbah qui était pratiquement clôturée, il aurait suffi de 2 ou 3 jours, ils auraient bombardé la Casbah et on l'aurait enlevé et supprimé de la surface de la terre. Et personne n'aurait entendu de moi, puisque à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable, encore moins le téléphone donc, et c'est toi qui détenais l'information, donc on aurait peut-être fait table rase, on n'en parle plus. Mais Dieu merci, il y a un Dieu, Rabbi subhanahu wa ta'ala, لأن ما ينساوش الناس يحسبوا جات هكذاك صدفة. ربي لا ينتق شي عباد على الهوى، يجي ملك ينتقهم. ناضت الثورة الجزائرية بكلمة الأولانية الله أكبر الجهاد في سبيل الله. Ça me donne la chair de poule. Personnellement, j'ai la chair de poule. كان عاود نتفكر اليامات هذوك اللي الناس واش قاسات وكاع واش جازت عليها وحمدت الله وشكرت الله وشافت العالم تاع الجزائر. Donc, je dis, a fait basculer l'ordre établi. Malheureusement, l'histoire est occultée par une frange de la société et par la politique, il faut le dire. Je le dis et je pèse mes mots et je prends ma responsabilité. Merci pour ce... Les faits marquants débattus aux Nations Unies. S'il vous plaît, pour permettre à d'autres personnes... Oui, non, je ne vais pas prendre le temps. C'est ça qui fait que parfois il suffit d'un mot pour inverser pratiquement toutes les données. كلمة واحدة تكفي. أنا مانيش راح ناخذ وقت اللي ماشي لازم، ناخذ وقتي باختصار شديد. Les faits marquants débattus aux Nations Unies sont la grève de 8 jours et le 11 décembre 1960, soulevé par le sénateur à l'époque JFK, Jean Fitzgerald Kennedy. S'il vous plaît, je suis dans l'obligation de vous arrêter pour permettre à d'autres personnes, puisqu'on est obligé de clôturer la conférence dans quelques instants. Allez-y, Madame Delessy. Je dirais 2 mots, bark نكمل. J'appartiens à une organisation, j'appartiens à une organisation des scouts musulmans algériens, parce qu'il faut soulever ce fait qui est important. منين كانوا ياكلوا الناس في grève des 8 jours, s'il n'y avait pas aussi الناس كانوا يجيبوا القور، العسكر يجيبوا بشواري تاع البغال حاشاكم يرفدوا الزبل، داروا الشواري وجابوا البطاطا والبصل والطوماطيش ويعيطوا وما كاش يدي عليهم بصله ولا بحبه بطاطا. ولكن احنا en tant que scout on a répondu. D'où il y a eu la collecte d'argent, médicaments, victuailles et autres pour une population qui comptait à cette époque 211 000 habitants, sans compter Climat de France, Bellecour et le reste. Merci.
dans une population qui avoisine les 630 000 habitants. Merci, s'il vous plaît, de passer le micro à Madame Deridi pour apporter aussi... Je terminerai avec ça. S'il vous plaît, je suis dans l'obligation de vous... Non, معليش. Tout à l'heure, il a parlé d'un stade, moi je dirais un mémorial. Et pourquoi on occulte toutes les villes d'Algérie? Les 1541 communes d'Algérie ont une sépulture. Alger n'a pas un mémorial. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Enfin. Désolée. Moi, je vais être bref. D'abord, je présente mes condoléances au ministère de Moudjahidine et bien sûr à la famille de ce jeune défunt qu'on connaît, qui est décédé, je viens de l'apprendre. Je suis très fière, en tant que présidente d'association nationale pour la promotion et protection de la femme et la jeunesse, de la présence des figures qu'on connaît, اللي جاهدوا واللي راهم كما قال لك توفاوا والله يرحمهم رحموا عليهم في نهار اليوم. Je remercie le Moudjahid parce qu'il nous donne l'occasion d'apprendre et encore de connaître, de découvrir beaucoup de personnalités qui ont fait la révolution, كما قال لك on est fiers d'eux. Et en même temps, Nhiyi, ce jeune qui est présent, qui fait partie de... Je suis très fière que vous soyez présent ici parce que j'ai eu l'honneur, je dis bien, de rendre hommage à monsieur Yassef Saadi. كنت نحبه بزاف وهو وشافية بودرع الله يرحمها, je leur ai fait un hommage. الله يرحمهم ويعطيكم الصحة. Et je suis à votre entière disposition parce que quand on parle de la Casbah, on parle de Yassef Saadi, on parle de beaucoup de personnalités des Moudjahidines qui sont là. Monsieur Lounis, on connaît, qu'on a travaillé ensemble pratiquement. ربي يحفظكم. Merci Al Moudjahid. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. صباح الخير عليكم. السلام عليكم. عمي لونيس, عمي محمد, هانئا لكما pour votre intervention, le travail que vous faites à Mirounis, l'association. Je voulais rebondir sur Cheikh Abdel Halim Ben Smaya. Cheikh Abdel Halim Ben Smaya, bien sûr, l'homme au cheval, parce qu'il est connu, parce que en 1911, il a été le seul Algérien à s'opposer à la conscription des Algériens. En 1911. C'est le premier nationaliste avant la naissance du nationalisme algérien. Il faut le dire et le redire, c'est important. Hadja Tania, concernant la grève du 8 jours, bien sûr, ça se voit. Mais les anciens, donc il n'y avait pas que la Casbah, il y avait aussi les quartiers de la banlieue d'Alger qui ont participé. Donc nos grands-parents يحكيونا كيفاش كانوا يصدموا ليهم العسكر, يخرجوهم دراع باش يحطوا يخدموا, دونك كي يكسروا لهم بيبان تاع الحوانت يحطوهم, كانوا لا بليبار يخدموا ولا عندهم دي بتي كوميرس ولا. ils voulaient les obliger pour briser la grève. هذا واش نشفانا اللي كانوا يحكيوا الاولين, ربي يرحمهم وربي يطول في اعماركم. يعطيكم الصحه. Merci. Pour clôturer cette rencontre, poème, le sourire de Monsieur Haouchi. Monsieur Haouchi de là-bas. S'il te plaît. Aïe. Vous allez clôturer cette séance en apothéose avec un dans la poème détente à l'occasion. et l'espoir de la gaieté. Hein? Salam alaikum. C'est pas un témoignage, c'est... Un poème, vous allez... Voilà, on doit toujours clôturer par un brin d'espoir. C'est ce que m'a toujours dit M. Lounis. Il m'invite, je ne sais plus, mais qu'est-ce qu'elle est... Ah, ici, ça suffit. Bon, je ne sais plus par où commencer. Donc, c'est pour faire plaisir à M. Aïtaoudia, ويحب مدينة الجزائر, يحب العاصمة. Bon, quelques mots, je vais passer à un autre texte. Bon, أنا سميتها مدينة الجزائر, ما بين المدن مدينة الجزائر, بهجة منورة على شط البحار, فيها غوابي ومساتن وبحاير من كل نوع ينبت فيها النوار. كل من شاف دي عزينها كيفاش داير, ما يهنا تسكن له فيه الافكار, تجلب نظرة كل من جاها زاير, جمال منظرها صح يشبه الانظار. سكانها مزيج من كل شاير, اصلهم جزائريين حرار, ايمانهم قوي بالدين الناير, بالله الواحد والنبي المختار. بالحضارة تمسكوا في مدينة الأحضر, ومن نساو عادات جدادهم الأحبار. الأندلس سكن بالعود والسناتر والفن الشعبي بانجو والطار,
للشيخ بفنهم يزهيوا الخاطر للكمال حتى يطلع النهار. غناو قصيد للشيخ بالطرز معبر، كلام رزين يربي كبار وصغار. من ما نكملش ما نعيكمش. نظام حرب التحرير فيها اللي تحضر القصبة وصالون بيخرج القرار في بلوغين تحدد أول نوفمبر تاريخ الثورة ضد الاستعمار. 8 أيام إضراب بها الشعب عبر وعطى الثورة أكبر انتصار. تبعوا انتفاضة 11 ديسمبر وتحقق استقلال الشعب والثوار. هذا هو اللي فيما يخص هذه. سمحوا لي دوك هذه بون. Merci, à très bientôt. Merci Monsieur Edadia, merci Monsieur Damarji. Merci vous permettez s'il vous plaît. Bien sûr. Parce que ouais, il attendait sur tout seul. خلي هذا نشيد منار. هذه الجزائر تاعنا الغلجيري نحبوها بزاف، عزيزة علينا، بكاو عليها موالينا وبكينا عليها حنايا مهما كانت الظروف عرض بالقرون. ولكن الجزائر هذه تبقى جزائر نقولها انت حياتي، جزائر انت جناتي، عليك اللي نفني شبابي شيبي وكبري حتى الممات. انت بلادي وارض جدادي، عليك نشادي بكلماتي، بك النادي في كل بوادي. جزائر انت حياتي، جزائر انت جناتي. شبعتي الهم، شبعتي الدم، شبعتي السم، ماذا قصدتي؟ قلب نغم وزاد تورم، ويا جزائر انت حياتي، جزائر انت جناتي، عليك نفني شبابي شيبي وكبري حتى المماتي. شدة وتزول مهما الطول ما يبقى هول، والخيرياتي ان شاء الله خيرياتي، وقلبي ما يحول ونبقى نقول جزائر انت حياتي، انت جناتي، عليك نفني شبابي شيبي وكبري حتى المماتي. عندك شبيبة بالعز والهيبة وزعامة عجيبة بها اللي وقفتي. ما راكيش غريبة بلادي الحبيبة، يا جزائر انت حياتي، انت جناتي، عليك نفني شبابي وشيبي وكبري حتى المماتي. ما بين الجناس شبيبتك أساس رافعة بالراس، بها وقفتي، وانا يا ناس عندي إحساس جزائر هي حياتي، جزائر هي جناتي. شحال من عديان من كل بلدان شعلوا نيران وانتي مركعتي، كوني في امان طول الزمان، جزائر انت حياتي، يا حياتي انت جناتي، عليك نفني شبابي شيبي وقبري حتى المماتي. شرقي وغربي، قبيلي وعربي، قبلي وجنوبي، بلادهم غير انت حياتي ساكنه في انت حبي ساكنه في قلبي. جزائر انت حياتي، جزائر انت جناتي، عليك نفني شبابي شيبي وكبري حتى المماتي. Merci. وشكرا. Merci, يعطيكم صحة. Merci, à très bientôt. Merci.